Bonjour tout le monde. Hum, Alors le soleil tape raide, donc j'espère que le téléphone ne va pas déconner, puisque apparemment il déconne en fait quand il y a un peu trop de soleil. Au bout d'un moment ça chauffe. Je sais pas vous, mais moi je plane un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait beau? C'est du délire. J'ai envie d'aller me baigner, d'aller me balader, j'ai envie de... Bon, allez, on attaque 3. Alors je me suis rendu compte quand même d'une chose, c'est que les deux premiers livres que j'ai lus avaient une structure en fragments, du coup ça se prêtait à la série, en fait, on pouvait les prendre à n'importe quel moment. Tandis que là, je me rends compte que les personnes qui tombent sur une moitié de vidéo ou qui vont commencer à la troisième ou à la quatrième auront raté le début de l'histoire, donc ils ne comprendront rien du tout, en fait. Donc il y a quand même les livres fragmentés se prêtent à des lectures comme ça au long cours, pas tellement les récits. Il y a un problème là. En même temps, comme je fais ces lectures un peu par plaisir pur en fait, et puis euh, et puis je les stocke pour mes enfants en fait plus tard, et puis pour faire marrer mes amis, mes copains, faire un coucou à tout le monde en même temps quoi. C'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est pas très important. Bon, rien n'est grave de toute façon, hein. J'ai vu un mec, après je commence le livre, hein. Donc vie et mort de la jeune fille blonde, Philippe Genada. Mais j'ai vu un mec sur internet qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes des... Qu'est-ce qu'il a dit? Que le but de la vie c'était de s'amuser. Et c'est bizarre, je l'avais entendu plusieurs fois, ça m'avait coulé dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et, et maintenant je comprends, je crois que j'ai compris aujourd'hui en fait, qu'en fait il fallait s'amuser en fait. Bon, je me suis toujours un peu amusé, mais je culpabilisais en fait de m'amuser. Et maintenant plus du tout. Bon, en tout cas, après le confinement, si un jour il y a un déconfinement, il est clair que je ne vivrai pas la vie que je vivais avant. J'en ai plus du tout envie, c'est clair. Je sais pas vous, mais c'est plus du tout la même. Ça sera plus du tout la même vie. Ouf, ça tape très très fort. Vous en rendez pas compte, mais là, ça tape très très fort. Allez, c'est parti. 3. Oh, on est là pour bosser, non? Pas déconner. C'est Alice qui m'a ouvert la porte. Comme toujours, si elle m'a fait une réflexion de pur principe à propos de mon retard, il était 22h30, car le taxi m'avait fait croire dans un français approximatif, dans un chinois approximatif serait plus exact, qu'il débutait dans le métier et même découvrait Paris, avec un certain émerveillement mêlé de perplexité, je traduis. J'avais beau essayer de lui indiquer la route, il faisait tout l'inverse et se confondait en excuses dès qu'il s'était engagé dans la mauvaise rue, hochant 10 fois la tête pour s'aplatir à mes pieds puissants d'occidental, en marmonnant des litanies de regrets chinois. Si ça se trouve, il me disait: je suis en train de te mettre profond, toi, tête de nœud, le petit Cheng va te pomper tout ton pognon. Et se retournant sans cesse vers moi, comme s'il craignait que je lui tape sur le crâne, ce qui nous avait bravement amené à 3 quarts d'heure et 25 € pour aller du dixième au quatorzième. Il s'est blindé de parenthèses, hein, comme je l'ai dit hier. Elle m'a embrassé gaiement, donc c'est Alice. Elle m'a embrassé gaiement, déjà bien saoule, et m'a conduit dans le couloir vers le salon, une main bien à plat sur mes reins, l'autre tendue devant pour m'indiquer la direction que je connaissais par cœur. Il fallait parcourir environ 3 mètres. J'ai la mémoire vaporeuse, mais quand je suis venu plus de 20 fois quelque part, j'arrive quand même à me souvenir du trajet à effectuer en ligne droite entre deux portes, comme si elle me guidait vers les projecteurs d'un plateau de télévision. Pourquoi ce malaise depuis quelque temps quand j'entrais ici? Cette sensation d'avoir la conscience ailleurs, cette lassitude par avance. Personne ne me forçait à venir pourtant. Tout le monde était déjà là, m'a-t-il semblé. En réalité, il manquait Marie-Sophie Boivin, Marilyn Véronèse et Patrick Hudelin. Ces deux derniers n'allant d'ailleurs jamais arriver, mais de nature timide, je ne regardais pas autour de moi, car je débarquais quelque part, pour ne pas avoir à me donner une contenance, les yeux dans les yeux, avant de m'être acclimaté à l'endroit.
Je me contentais de percevoir l'atmosphère, je laissais floues les silhouettes et ne me faisais qu'une idée d'ensemble des forces en présence, des fantômes de crocodiles sur les bords de mon champ de vision. J'avançais vers un endroit où je pourrais poser mon sac matelot, un sourire sur les lèvres afin de ne pas avoir la tête d'un zombie furieux qui méprise les mortels, mais tout de même le regard vague et l'air encore dehors. Cela me donnait une allure de poète étourdi qui masquait en partie ma timidité. D'ailleurs, pour dire la vérité, à l'époque, je gardais cette attitude toute la soirée, et je crois que ce n'était pas simplement pour masquer ma timidité. Luc Mérite, le mathématicien alcoolique, discutait fébrilement avec Craven, qui était habillé tout en rouge. Jacques Kent était, comme d'habitude, en train d'essayer de calmer Bob Royal, patiemment, amoureusement, de lui expliquer quelque chose. Elle portait un pantalon blanc et un t-shirt bleu électrique, très moulant, qui aimantait l'œil sur ses seins bouleversants, surtout pour un poète, de créature de 24 ans, soit 30 de moins que Jacques. J'aurais donné un bon quart d'heure des moments de plaisir qu'il me restait à vivre, combien, pour soulever ce t-shirt, sans me presser, puis regarder fixement ce qu'il y avait en dessous, sans arrière-pensée cosaque, mais juste pour approcher en poète, à quelques centimètres et sans écran, la perfection. C'est pas beau ça, hein? Putain, super beau. C'est fou, c'est enlevé, c'est brillant, c'est pas vulgaire, c'est du Rabelais chic, quoi. Moi, je trouve qu'il est fort, Philippe Génada. Moi, je trouve qu'il est fort, quoi. On dirait les... Vous savez, ces Roumaines qui, aux Jeux Olympiques, une sorte de ruban de 8 mètres, qui font des formes au-dessus d'elles avec le ruban de 8 mètres. Philippe Génada, il me fait penser à ça, en fait. Non, pas vous? Moi aussi. La courbe et l'équilibre en même temps, la souplesse et la fermeté, le volume, la pesanteur. Qu'est-ce que je fais? Je touche, juste à la manière d'un chercheur ou d'un poète épris de réalisme, un poète cosaque, bon. Alice était retournée s'asseoir sur le canapé où l'attendait Sladvog, qui, curieusement, portait la barbe. À côté d'eux était assise une très jolie jeune femme blonde, à l'air étrange, que je ne connaissais pas. Elle ne semblait ni dans la discussion, ni vraiment dehors. Elle était posée là, comme si on l'y avait mise, fantomatique, juste une âme, enfin presque, calme et disponible, mais lointaine. Elle écoutait, ou peut-être pas. Elle portait une robe droite très simple, à fines rayures rouges, bleu marine et blanches. Elle avait les yeux fatigués, le teint pâle et quelque chose de détraqué dans l'expression du visage, de fragile et de dangereux. Alice me l'a présentée. Elle s'appelait Anne-Catherine Fath. Fath? F-A-T-H, ça se prononce comment? On va dire Fath? Fath. Dans la cuisine, Paul Mourati, penché sur le grand four ouvert, surveillait le chevreuil. C'est par lui qu'allait venir le choc de la soirée, le moment le plus troublant de mon existence. Il n'a tourné la tête vers moi qu'au bout de quelques secondes, absorbé par son rôle de cuisinier. C'est par Paul Mourati qu'allait venir le choc de la soirée, bien sûr pas par le chevreuil. D'une part, celui-ci était mort, ce qui ne facilite pas les choses quand on veut provoquer un choc. D'autre part, il n'était évidemment pas entier, il ne restait de lui que le cuisseau. Or, il est peu de choses aussi inoffensives qu'un cuisseau de chevreuil mort. Ou alors, il faut vraiment que la bête indestructible soit enragée, possédée par l'envie de nuire, même quand elle n'est plus qu'un cuisseau. Je les aurai. Il m'a embrassé affectueusement, Mourati, pas le cuisseau, puis a jeté un rapide coup d'œil en direction du salon pour s'assurer que personne ne le voyait, en particulier sa femme, a ouvert le frigo à la vitesse de l'éclair, a saisi une bouteille de gin dans la porte comme un caméléon d'un coup de langue une mouche sur une feuille, a dévissé le bouchon et s'est envoyé 3 gorgées, a revissé vite dans la porte, clac, personne n'a rien remarqué. C'était intéressant, vu sous l'angle des métiers du cirque, mais parfaitement absurde. C'est d'ailleurs en partie ce qui faisait la beauté du geste. Tout le monde savait, et bien sûr sa femme la première, qu'il était ivre du matin au soir, puisque du matin au soir il buvait, sans se cacher. Mais à la dérobée, ça n'avait sans doute pas le même goût. Je crois ne l'avoir jamais vu à jeun, depuis le premier jour, ou plutôt la première nuit, quand nous nous étions rencontrés dans un hôtel de New York, où cet inconnu à la chevelure grise avait surgi dans ma chambre pour me sortir en héros d'une situation délicate. Je bataillais contre un type qui s'était introduit par la fenêtre. Je raconterai ça plus tard. Il y avait des choses à voir, mais je me sentais vide au milieu du vide, un passant sans substance dans un univers sans intérêt. Ça venait de moi? Qu'est-ce qui me manquait? Les premiers exercices de force, rituels et destinés, entre autres, à mettre l'assemblée en appétit, allaient commencer lorsque Marie-Sophie est enfin arrivée. Il y en a qui se mouchent pas du coude.
Elle portait un gros bouquet de fleurs, ce qui n'a pas manqué de surprendre tout le monde, car personne jamais n'apportait rien chez les Mourati. C'était presque leur faire injure. Mais elle avait une excuse. Dans le métro, en venant, elle était assise en face d'un jeune homme fort bien habillé et coiffé, un peu trop même, dans son costume, et sous ses cheveux, il semblait aussi à l'aise qu'un agneau dans un scaphandre, assis. Mais il souriait tout seul. Il tenait précieusement à deux mains un énorme bouquet de fleurs multicolores dont on devinait qu'il avait été composé par une fleuriste maternelle. Je vais vous faire quelque chose dont elle se souviendra toute sa vie, vous allez voir. Touchée par le petit prétendant que le métro emportait tremblant vers le château de la princesse, Marie-Sophie avait remarqué que sa braguette était grande ouverte et qu'il avait une petite tache de chocolat près du coin droit de la bouche, peut-être du Nutella. Aussi, quand la vieille femme qui était assise à côté de lui s'était levée pour descendre du wagon, elle avait pris sa place sans hésiter, s'était penchée vers lui et, surmontant sa propre gêne, mais l'enjeu valait l'effort, lui avait dit à voix basse « Vous avez la braguette ouverte et du chocolat sur la joue. » J'adore, putain j'adore. J'adore ce mec. C'est fou. D'abord surpris, puis incrédule, horrifié, consterné, embarrassé, puis reconnaissant, le soupirant était passé par toutes les couleurs avant de s'arrêter sur un joli rose candide. Marie-Sophie lui avait pris le bouquet des mains afin qu'il puisse remonter sa braguette et s'essuyer la joue en mouillant son doigt. Non, encore un peu plus à droite, oui. Encore, voilà, c'est bon. Lorsqu'il était sorti de la rame 2 stations plus loin, il lui avait dit, en lui tendant le bouquet et en essayant de la regarder dans les yeux, « Tenez, c'est pour vous, j'en achèterai un autre pour ma fiancée. » Et là où il est énorme, Génoda, c'est par exemple dans le essayant, et en essayant de la regarder dans les yeux. Juste avec ce essayer de regarder au lieu de regarder, on a le personnage, quoi, de sa timidité, le côté puceau, romantique, on a tout là. Juste parce qu'il a rajouté essayer. C'est juste en fait, c'est juste. Il part pas, il ne nous dit pas qu'il est timide, il nous l'a dit qu'il avait l'air timide, mais il nous le décrit, puis c'est bon quoi. Les gens qui essaient de regarder, évidemment, c'est quelqu'un, ça, cette personne, c'est pas quelqu'un qui regarde les autres, c'est quelqu'un qui essaie de les regarder. C'est comme l'aiguille de la, vous voyez, qui tient les insectes dans les boîtes en fait. Toute petite aiguille très fine et puis ça y est, on a fixé l'insecte, il est là. C'est le insectus, je sais pas quoi, Usus, vous voyez genre. Voilà, ben, c'est ce qu'il fait, il a fait avec son essayant. Le essayant, c'est l'aiguille. Et le reste du texte, c'est l'insecte. Slat-Vogue a applaudi le geste. Tout le monde a félicité Marie-Sophie pour son intervention et Alice est allée chercher un grand vase pour installer les fleurs, d'habitude si malvenues, sur la table basse du salon, majestueuse, afin de dédier solennellement cette soirée à ce jeune gentleman d'un autre monde, dont personne ne doutait que cette élégante réaction lui assurerait un avenir chanceux auprès de sa belle, du moins pour cette nuit. Chacun s'est concentré 2 secondes pour envoyer des ondes bénéfiques vers le château à la porte duquel il devait frapper en ce moment, quelque part dans Paris, et Jacques Kent a même prononcé une formule magique Peul. Kotiema sun sun, ba tiema sun sun flan sun sun. Ah mon dieu, je me souvenais pas que c'était un kiff pareil en fait. Enfin, je me souvenais que c'était un kiff, mais je pensais plus que c'était à ce point un kiff. À l'évocation du peuple Peul, Luc Mérite a bondi de son fauteuil et, levant les bras tel un sorcier en transe lubrique, a déclamé d'une voix chaude et puissante une phrase d'un certain Abdoulaye Sadji, dont je n'avais jamais entendu parler. Souplesse de la hanche, feu du regard, les femmes Peul. Il a ajouté que si sa princesse était une femme Peul, le gentleman du métro était un sacré vénard. Mais à mon avis, il y avait peu de chance. Nous nous laissions emporter, le raisonnement ne tenait pas. Je regardais le bouquet de fleurs, vaguement conscient qu'une partie de l'explication de mon malaise se trouvait de ce côté-là. À une vingtaine de minutes, selon le cuistot du terme de la cuisson du cuisseau, la cuisson du cuisseau, j'adore aussi, putain. Bon. Les concours de force et de résistance à la douleur que les Mourati organisaient avant chaque dîner sur le grand tapis du salon, contre des invités pas toujours bien entraînés, je ne citerai que moi, ont pu enfin débuter. Tous les participants étant désormais présents, Marilyn Véronèse et Patrick Hudlin, habituellement ponctuels, ne viendraient plus. Elle avait prévenu la veille qu'elle devrait peut-être se rendre à un dîner prévu de longue date chez des amis de son mari, mais en ce qui concernait Hudlin, c'était plus surprenant. Je n'aimais pas ces exercices, car je suis peu enclin à la violence.
et à la compétition. Ce n'est pas que je sois fragile et peureux. Non, il fait presque 2 mètres. Ce n'est pas que je sois fragile et peureux, comme un raisonnement simpliste pourrait t'amener à le penser. Non, la vérité, si je m'efforce d'être le plus honnête et le plus lucide possible, c'est que je suis peu enclin à la violence et à la compétition. Mais il faisait partie de la soirée, m'y soustraire m'aurait gêné. 2 disciplines ont été choisies par Alice et Paul, la cuisse de fer et le duel de baffe. Ce n'étaient pas mes favorites. La cuisse de fer, ça passait encore, même si très curieusement, peu de choses m'humiliaient autant que de me trouver face à quelqu'un qui avait des cuisses plus puissantes que les miennes. De plus, dans ce genre d'affrontement, le verdict est indiscutable et donc la mauvaise foi d'aucun secours. Pourtant, je ne tire aucune fierté particulière de mes cuisses, j'aurais bien tort, mais voilà, c'est comme ça, je supporte mal de les voir dominés, vaincus par d'autres cuisses, a priori ordinaires. Ce qui me posait un véritable problème, c'était le duel de baffe. Je n'aimais pas recevoir de baffe, comme la majorité des êtres vivants. Mais j'aimais encore moins en donner. J'étais contrarié à l'idée de faire mal à mon adversaire. Lorsque j'abandonnais, ce n'était quasiment jamais pour ne pas recevoir une baffe plus cinglante, mais pour ne pas avoir à frapper plus fort encore un visage qui m'était généralement sympathique. C'est en cela que c'est un bon jeu, faut reconnaître. Un tirage au sort effectué par la main coupable d'Alice, à l'aide de petits papiers mélangés dans le chapeau de Jacques Quinte, a permis d'organiser les combats. À la cuisse de fer, Jacques affronterait Marie-Sophie, et Craven Alice. Au duel de baffe, Luc Mérite affronterait Paul, Anne-Catherine Fat, Bob Royal, et moi, malheureux, j'affronterais Slade Vogue. Le principe de la cuisse de fer était simple. Les 2 adversaires s'asseyaient l'un en face de l'autre, leurs chaises très proches. L'un des 2 serrait les genoux, l'autre plaçait les siens de part et d'autre. En 1 minute pile, il fallait que le premier essaie d'écarter les genoux jusqu'à anéantir l'étau du second. Bien entendu, une partie se jouait en 2 manches, car il est plus facile de serrer que d'écarter. Jacques Quinte a facilement défait Marie-Sophie Boivin. En 2 manches sèches, c'était prévisible, d'autant que les écrivains ont souvent de bonnes cuisses. En revanche, il a fallu 7 manches éprouvantes et poignantes pour départager Alice et Craven, dont les cuisses, pour une chanteuse, recelaient de sacrées ressources musculaires. C'est finalement Alice qui l'a emporté après 7 longues minutes de contorsion, de râles et de grimaces sanguines à l'épuisement. Mais on ne donnait pas cher de sa peau pour le second tour si le sort la désignait de nouveau pour une cuisse de fer. Quel suspense! Le principe du duel de baffe était simple. Les 2 adversaires s'asseyaient l'un en face de l'autre, leurs chaises très proches, et se giflaient chacun leur tour de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'un des 2 se lève en hurlant. Le combat très attendu entre Luc Mérite et Paul Mourat, une finale avant la finale, a tenu toutes ses promesses. Ils se sont frappés comme des hommes du Moyen-Âge. Luc, le grand mathématicien, que nous appellerons ici Cordule de Blagnac, parce que son esprit cartésien, quoique imbibé, lui signalait dans la tourmente qu'il n'avait aucune raison logique d'arrêter, et Paul, que nous appellerons par exemple Odilard de Kermarec, parce qu'il aurait fallu qu'on lui tranche la tête au sabre pour qu'il ne la garde pas haute sur ses propres terres. À l'issue d'une bataille épique, tout en claquements, baves et reniflements, c'est Cordule qui a lâché. Il s'est levé d'un bond et s'est jeté sur le côté, comme pour sortir d'un cauchemar, les cheveux hirsutes et les yeux hagards. Son esprit cartésien, quoique imbibé, semblait hurler à l'intérieur de son crâne « Qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu ?» Mais la force surgit du fond des âges, de bien avant le moyen, qu'il avait propulsé hors du carnage, impérieuse, ignorait la science, tandis qu'Odilard levait les bras au ciel, échevelé lui aussi, tremblant et cramoisi. Le deuxième combat n'a pas eu la même intensité. Anne-Catherine Fat, une de Wingen, et à chaque fois il attribue des pseudos de combat comme au catch, entre parenthèses, qui semblait n'avoir qu'une idée approximative de la notion de mesure, a balancé d'entrée une tarte du tonnerre dans la poire de Bob Royal. Entre parenthèses, Bob Royal. Bob Royal, il lui donne comme pseudo Bob Royal. Putain, mais c'est brillant, c'est vif, il y a des surprises partout, c'est Pâques, quoi. C'est pas le week-end de Pâques, non, c'était le week-end dernier. Il y a des petits œufs cachés de partout, en fait, dans ce livre. Donc, à balancer d'entrée une tarte du tonnerre dans la poire de Bob Royal, entre parenthèses, Bob Royal, qui s'est dressé aussitôt comme une furie outragée, a fusillé du regard son ennemi étonné et a rejoint le canapé sans un mot, en serrant les dents. Et il y en a qui ne savent pas jouer. Une souriait, l'air toujours vaguement absent, mais sans doute satisfaite de ne pas s'être laissé impressionner par Bob. Restait le combat le plus spectaculaire de la soirée de mon point de vue. J'allais, la poisse, affronter Slade Vogue. Précisons que si je sentais le doigt gluant de la poisse me tapoter l'occiput, ce n'était pas que Slade Vogue avait la réputation de taper ses adversaires comme un sourd. Non.
Mais j'allais devoir le gifler, je ne le connaissais pas très bien. Je l'avais rencontré 2 ou 3 fois chez les Mourati, et une fois au parc Monceau avec son fils. Nous avions discuté pendant que le petit tournait sur le manège. Ça ne suffit pas pour mettre des claques à quelqu'un sans scrupule. Et tout de même, c'était un acteur et un humoriste célèbre. Je me suis assis en face de lui, inquiet, battu avant même le début du match, comme ces boxeurs qui se décomposaient sur place dès que Mike Tyson montait sur le ring. Mais ce n'était pas bien grave, car je n'avais pas envie de gagner. Je voulais juste que ça termine. Il a plissé les yeux et m'a dit en souriant « Attention, je vais te massacrer. » T'emballe pas, fillette, dans 2 minutes tu vas ressembler à ta mère. Je m'adapte. Ça, c'est ce qu'il a répondu. Sur ces mots terribles, j'ai frappé le premier. Une petite baffe d'écureuil. C'était toujours ça de bruit. Une petite baffe d'écureuil. Il me l'a rendu, un peu plus appuyé. Je lui en ai remis une. Il me l'a renvoyée. J'ai répliqué aussi sec. Ah non, j'ai tapé Sladvog. Ça me gênait. Bon, ça a l'habitude de recevoir des gifles pour du beurre, un acteur. Mais quand même. En plus, avec cette barbe, c'est bien ma veine, ça n'arrangeait rien. Ça ne claquait pas bien. Ça faisait screech. Il fallait que je tape plus fort pour faire illusion. Je voulais donner au public l'impression que j'acceptais de me battre. Je ne pouvais pas me défiler tout de suite à la manière d'une bob royale. Mais cette sensation de gifler un acteur, non. Gifler un mathématicien ou un vétérinaire, alors là, pas de problème, je suis sûr. Tiens, prends ça, ordure, blanc. N'y reviens plus, mais un acteur, je ne sais pas. Et pendant ce temps, la puissance des coups augmentait. J'ai essayé de me glisser dans la peau de Guitillon de Saint-Flour, disons. Et à ma grande surprise, j'y suis parvenu sans problème. En un éclair, je me suis senti rustre et sans merci. Je suis acteur ou quoi ? Mes mâchoires se sont serrées, mes cheveux ont poussé, des vêtements grossiers sont apparus sur mon corps, mais c'était pire, une brute du temps des châteaux forts qui frappe un acteur du 21e siècle, c'est la honte. Les claques fusaient, fouettantes, et ce diable de Sladvog continuait à sourire dans sa barbe, pris par le jeu, ripostant avec une belle assurance. Gutagon de Saint-Flour clignotait, sur le point d'être renvoyé à la vitesse de la lumière dans les limbes du passé, loin derrière nous. Après une dernière claque sur la joue de Slat, il s'est éteint. Gutaillon, pas Slat. Il a disparu. Adieu, Gutaillon. Repose en paix dans une clairière du Moyen-Âge, près d'un château, de quelques chevaux et d'autres guerriers, immobiles dans ce décor figé, plus personne ne viendra te déranger. Resté seul, j'ai capitulé aussitôt en levant les mains en signe de reddition. Après tout, dans ce tournoi, il n'y avait rien d'autre à gagner que le prestige. Et le prestige, je m'en tamponne. Pour que seuls 4 candidats restent en lice en vue des demi-finales, Alice Mourati et Jacques Quinte se sont livrés à un duel de baffes de barrage. Ce sont eux qui ont été choisis car ils avaient été qualifiés à la cuisse de fer, que Paul considérait comme moins noble que le duel de baffes. Cette discipline, en effet, ne met en jeu que les muscles des cuisses, ce qui n'est pas glorieux. Alice l'a emporté sans trop de difficultés, non parce que Jacques hésitait à démolir la maîtresse de maison, mais plus probablement parce qu'il préférait ne pas s'adonner à fond devant sa fiancée Bob à des activités qu'elle méprisait. En demi-finale, une de Wingen a battu Alice en duel de baffes au terme d'un échange de coups véritablement effrayant qui a laissé la pauvre Avogour de Bénodet, Alice donc, au bord de l'évanouissement, et Odilard de Kermarek est venu aussi facilement à bout de Sladvog à la cuisse de fer, les acteurs ayant rarement des cuisses phénoménales. Il a été décidé que la finale, une de Wingen versus Odilard de Kermarek, se jouerait également à la cuisse de fer, car le duel, une Avogour avait laissé des traces et tout le monde sentait, malgré l'alcool ingurgité, avant chaque rencontre, les concurrents s'envoyaient un petit verre pour chasser la peur et se réveiller le sang, qu'un pas de plus vers le drame serait un pas de trop. C'est Paul Mourati qui a gagné et on a pu manger. Au fond de moi, pour la première fois depuis que je venais chez eux, je me demandais ce que je faisais là. Je n'avais ni faim ni soif. Avant de m'installer à table, je me suis retourné vers le bouquet de fleurs du jeune prétendant. Voilà, on a fini le 3e chapitre. Bon, moi je trouve ça énorme en fait. Je trouve ça énorme, je trouve ça brillant, je trouve ça crépite, ça pétille. Et ce combat de claques avant le dîner et ce combat de cuisses de fer. On ne sait pas, est-ce que c'est de la fiction, pas de la fiction, mais j'ai allé des soirées où j'ai vu bien pire en fait, j'ai participé à bien pire, donc non, c'est pas de la fiction, il y a des soirées comme ça. Je propose d'ailleurs que ça se généralise. Vous imaginez si avant tous les dîners, on faisait un petit combat de claques, et puis celui qui gagne a
à plus de roast beef, ça serait, on met un enjeu, quoi. Enfin, en tout cas, je m'en souviens bien de cette histoire de combat de claques parce que j'en ai organisé après entre mes enfants, qui j'avais lu ce livre et ils se disputaient. Et j'avais lu ce livre quelques temps avant en fait. Et je leur ai dit voilà, alors écoutez, comme j'arrive pas à vous réconcilier, vous allez vous donner des claques à tour de rôle. Voilà. Et c'est le premier qui dit stop qui a tort en fait dans sur l'objet de votre dispute. Et les enfants étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres complètement neufs, ils ont accepté. Et ils se sont défoncés la gueule. Après, il y a eu ils ont pleuré, etc. Bon, sur le moment, je trouvais ça assez amusant. Et il y avait une question sur et si je saigne du nez. Moi, j'avais dit bon, alors on s'arrête au premier sang aussi. C'était une deuxième règle. Bon, par la suite, j'ai organisé plutôt des combats de judo en fait. Entre eux, ça laissait moins de traces. Mais c'est vrai, hein, tout ça. Je pense qu'ils en parleront longtemps plus tard à des psychanalystes grassement payés. Mais c'est pas mon problème. Moi, je suis le parent qui gâche leur vie à l'avance. Donc, donc voilà, je trouve que c'est... Bon, et je vous l'ai dit, c'est compliqué avec les parenthèses, la ponctuation, etc. C'est compliqué à lire. Hein. Enfin, je ne peux pas vous restituer tout ce qu'on voit quand on voit le texte écrit, en fait. Et pour le coup, c'est intéressant. Du coup, parce que c'est un texte qu'on ne peut pas lire à haute voix. Il faut vraiment le lire à l'œil, en fait. Il va y avoir comme ça deux catégories de textes. Parce qu'il y a des textes qu'on peut plus ou moins traduire, vous voyez. Je veux dire, qui survivent plus ou moins bien à la traduction. Et il y a des textes qui survivent plus ou moins bien à l'élocution. Faudrait penser à mesurer ça, en fait. Voilà. Bon, ça chauffe à fond. À mon avis, le téléphone est sur le point de prendre feu. Donc, il vous embrasse. Pourquoi à chaque fois que je parle d'embrasser les gens, je prends un drôle d'accent. Là, c'était quoi? C'était les cariocas. C'était... Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est bizarre, en fait, cette histoire d'embrasser. Surtout que la bise est morte. Hein. On est d'accord que entre même... Enfin, je sais pas, le temps qu'il y a un déconfinement progressif, qu'ils trouvent un vaccin, etc., on sera en 2025. De toute façon, il faudra porter des masques, il y aura d'autres épidémies. Putain, on a tous vécu assez longtemps pour assister à l'extinction de la bise. Si c'est pas triste, ça. À demain.